Non, ChatGPT ne va pas voler ton boulot. J'ai fait une vidéo la semaine dernière pour te montrer les limitations de ChatGPT. J'en avais marre un petit peu de tout ce contenu autour de oui, ChatGPT, les intelligences artificielles vont remplacer le métier de développeur, etc. Moi, je recevais des messages un peu partout. Donc, j'ai voulu faire une vidéo pour un petit peu rééquilibrer les choses. Et d'ailleurs, je pense que mon boulot de formateur a plus de chances de disparaître dans les années à venir à cause justement de ce que peut faire ChatGPT et ce qu'il pourra faire par l'avenir. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux apprendre, comment tu peux progresser et comment tu peux améliorer ta productivité avec ChatGPT. Alors tu le sais probablement, ChatGPT a une courbe d'adoption assez rapide. Alors d'ailleurs, ils ont publié, je te mets une petite image ici, la courbe d'adoption comparée à d'autres services. Pour atteindre le million d'utilisateurs, par exemple, si tu regardes, eh bien, il aura fallu plus de 3 ans pour Netflix, plus de 2 ans pour Airbnb, 10 mois pour Facebook, Spotify 5 mois, Instagram 2 mois, l'iPhone 74 jours et pardon, ChatGPT, il aura fallu 5 jours pour atteindre le million d'utilisateurs. Alors, tu vois, c'est une courbe d'adoption assez impressionnante et assez massive. Alors, moi, personnellement, j'utilise ChatGPT quotidiennement maintenant dans mon business, mais aussi surtout quand je code. Il est limite tout doucement en train de remplacer ma fenêtre Google et ma fenêtre Stack Overflow. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux l'utiliser au quotidien pour premièrement écrire du meilleur code, pour résoudre des problèmes beaucoup plus rapidement et faire tout un tas de tâches annexes pour développeurs. Tu sais, quand tu es développeur, tu passes pas que ton temps à développer, il y a aussi ton environnement à gérer, etc., etc. Alors ça va certes pas remplacer un développeur, mais en tout cas ça va booster donc ta productivité. Alors pour rappel, avant de commencer, comme je te disais dans la vidéo précédente, ChatGPT, ça peut te générer pas mal d'informations bidons. Donc, une des premières règles que tu dois prendre en compte, c'est de toujours prendre ces informations avec des pincettes. Et aussi, il faut que tu dises que c'est un jeu de données. Ça a été entraîné sur un jeu de données qui est en retard de plus de 2 ans. Donc, du coup, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir des données à jour, on va dire. Donc, si tu cherches des choses en pointe, eh bien, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc, ça, c'est un point de départ assez important. Et ensuite, bien sûr, une fois que tu as les infos de ChatGPT, n'hésite pas à les creuser, reposer la question, reformuler pour avoir un peu plus de précision. Dans cette vidéo, justement, je vais te donner des exemples basés sur 3 points principaux. Alors, premièrement, sur des choses liées à ton environnement de développeur, des choses liées au développement front-end, JavaScript, React, etc. que tu connais. Et ensuite, on touchera un petit peu de back-end. C'est parti. Première question assez basique, on va rester dans les généralités. Si tu es en période d'apprentissage, tu peux lui poser la question suivante. Quels sont les meilleurs plugins VS Code pour JavaScript? Alors là, tu vois qu'il va te proposer les 3 meilleurs plugins VS Code pour JavaScript sont ES7 Redux machin, Prettier, JavaScript, ES6 Code Snippet. Donc tu vois que c'est des basiques. Bon, ça, tu aurais pu l'avoir en une recherche Google, mais tu vois qu'il peut te donner ce genre d'informations. Tu peux aussi lui demander quel est le meilleur IDE pour développeur front-end. Là, tu vois qu'il dit il n'y a pas de réponse unique, etc. Mais il te propose quand même une liste d'IDE si jamais tu sais pas trop par quoi commencer. Donc là, on est sur des choses assez basiques. Il est capable de te répondre. Maintenant, avançons sur des choses un peu plus poussées. Quand tu démarres, souvent, j'en connais pas mal qui ont des soucis avec Git. Eh bien, tu peux lui demander de t'aider dans des problèmes de Git. Par exemple, tu peux lui dire quelle est la commande Git pour merger une branche vers une autre. Donc là, il va te donner la commande. Donc la commande Git pour fusionner une branche vers une autre, c'est git merge. Et il te donne un petit exemple de code et il te dit par exemple pour merger, pour fusionner la branche feature sur la branche master, voilà les commandes à suivre. Donc là, c'est une commande basique de merge, mais tu pourrais avoir des commandes Git un peu plus poussées ou sur un autre sujet et il serait capable de résoudre ce problème-là. Alors tu peux creuser et puis lui demander s'il n'existe pas par exemple des techniques pour résoudre les conflits automatiquement lorsque tu merges. Alors il te dit il n'y a pas de conflit pour résoudre automatiquement les conflits de fusion, donc ça c'est une bonne chose. Il a l'air d'être pas trop con, on va dire, sur ce point-là, et il te dit bah voilà, tu peux utiliser donc un modèle de règles de fusion, donc ça c'est pas mal. Tu peux utiliser des outils de résolution de conflits comme par exemple Kdiff, etc. Donc il te met sur une piste pour comment résoudre des conflits, et puis il te dit pratiquer une gestion adéquate de la branche, blablabla, blablabla. Donc des choses assez basiques. Tu peux aller lui demander par exemple aussi comment migrer un repository Git vers un autre repository, vers un autre serveur. Et là il te donne plusieurs manières de faire ces choses-là. C'est quelque chose qu'on fait assez souvent
tu peux avoir à faire ça en tant que développeur. Donc là, il te dit, bah voilà, la première méthode, c'est de mettre en place une nouvelle URL, donc avec Git remote. Ensuite, il te propose la deuxième méthode qui est de cloner vers le nouveau serveur. Ça, c'est aussi une méthode assez courante. Et moi, je connaissais pas cette méthode qui s'appelle Git bundle. Et bah typiquement, bah voilà, avec Git bundle, tu peux aussi faire la même chose. Et donc, tu vois, tu apprends aussi comme ça avec ChatGPT. Tu peux aussi, parfois, tu sais, quand tu as ta machine, ton environnement, tu as besoin de faire des scripts, etc. Parfois, les scripts, j'ai connu ça, tout le monde a connu ça. Tu sais, tu t'embarques à faire un script et dans ta tête, tu pensais que ça allait prendre 2-3 minutes, 5 minutes, 10 minutes et tu te rends compte que tu passes la matinée sur un script à la con qui doit résoudre une petite tâche. Eh bien, tu peux lui poser des questions du type génère-moi un script bash qui permet de rechercher toutes les images avec l'extension PNG ayant une date de création en 2021 et copie les fichiers trouvés vers un répertoire à part. Tu vois, donc là, je suis très précis et tu vois que ChatGPT arrive à te générer donc un exemple en script batch qui permet de rechercher toutes les images PNG, blablabla, dans le répertoire spécifié. Donc ça, typiquement, ça va te faire gagner un temps fou. Combien de fois on a tous passé comme ça du temps sur des petits scripts à la con et puis derrière, on se rend compte que on perd finalement une demi-journée juste pour essayer de faire fonctionner un script qui finalement a très peu d'intérêt ou parfois voilà, on ne sert pas à grand chose mais dont on a besoin finalement. Alors maintenant, passons à la deuxième partie, des choses plus concrètes en tant que développeur. Bah voilà, par exemple, des choses sur JavaScript, React, etc. Donc par exemple, tu peux lui demander des choses assez précises comme un algorithme. Typiquement, peux-tu générer en JavaScript un algo qui va filtrer dans un tableau de personnes toutes les personnes ayant un âge compris entre 18 et 30 ans en te basant sur le champ date de naissance. Donc ça, tu vois qu'on est très précis, on demande en JavaScript des choses poussées. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il te sort l'algorithme, il va même il te reformule un peu tout ça et il te donne un petit jeu de données. Donc, tu vois, il te donne un array de people avec le champ qui a été demandé, donc le date de naissance. Alors, on aurait pu peut-être être un peu plus précis sur le format de la date si on voulait, il aurait pu. Mais en tout cas, là, il a mis une date au format assez classique en chaîne de caractères. Et tu vois qu'il te génère donc la fonction filter et basé sur le champ, etc. Et puis, le petit algo qui permet donc de filtrer les personnes âgées entre 18 et 30 ans. Donc là, parfois, tu peux passer du temps à générer ce petit algo. Alors, c'est sûr, c'est formateur de savoir faire ça. La plupart des gens savent le faire. Mais parfois, bah voilà, tu as envie d'être productif, boum, il va te générer l'algo assez rapidement. Bien sûr, après, c'est à toi d'optimiser si tu veux utiliser une date selon un autre format, etc. Convertir les dates. Bon, ça, mais c'est un bon point de départ et ça te fait gagner du temps. Ensuite, chose très utile, tu peux lui demander des sortes de documentation. Typiquement, tu peux lui dire, peux-tu me donner les codes HTTP les plus courants? Parfois, quand tu es dans ton application en JavaScript ou en React, tu as à gérer des codes HTTP. Bon, tu vas pas te taper les 500 codes HTTP, mais tu peux avoir à gérer les codes les plus courants. Bah, tu peux lui demander ça et il te donne les codes les plus courants. Le 200, le 201, tu connais, le 400, 403, 404, erreur 500. Donc, c'est vrai, c'est pertinent. C'est les codes HTTP les plus courants à traiter. Donc, du coup, bah, tu vois qu'il a plutôt bien répondu sur ces aspects-là. Typiquement aussi, si tu as besoin voilà, tu veux monter une petite application rapide, etc. Tu as besoin d'un petit bout de code, d'un petit client HTTP qui va se connecter à Google. C'est des choses qu'on fait assez souvent. Ça aurait pu être Spotify, un service, peu importe le service. Eh bien, tu peux lui demander, par exemple, peux-tu me générer avec Axios un client HTTP pour se connecter, s'authentifier avec Google Auth? Et donc là, tu vois qu'il te donne, voici un petit bout de code qui utilise Axios pour créer un client HTTP et s'authentifier. Et ça a l'air relativement pertinent avec, on voit que c'est du OO2, etc. avec le client ID, le secret, l'URI, le grand type. Et donc, il te dit derrière que ça va te permettre de récupérer un token et que derrière, eh bien, tu vas pouvoir utiliser ce token pour faire d'autres appels API. Donc du coup, tu peux pousser le jeu un peu plus loin et lui demander, peux-tu me générer un exemple d'utilisation de ce token sur une recherche Google Images par exemple? Et là, tu vois qu'il te l'a généré relativement simplement. Donc c'est un bon point de départ. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent te faire perdre du temps. Rechercher parmi les docs d'API, il y en a 50 000. La doc n'est jamais à jour ou c'est un peu c'est un peu compliqué. Tu sais jamais les paramètres. Et voilà, boum, là il te génère un bout de code, tu prends et tu utilises directement. Je pose la même chose avec Google Maps. Donc, peux-tu me générer une requête pour Google Maps avec ce token? Tu vois que ça fonctionne aussi pareil, plutôt rapidement, plutôt simplement.
On va aller plus loin. Moi, c'est un truc que j'ai eu à faire une fois. Je m'étais un peu cassé les dents. Et ben finalement, c'était un petit algo qui permettait de calculer 2 points GPS, etc. Enfin, la distance entre 2 points GPS. À l'époque, j'étais parti sur des sites, chercher des formules, des machins. Finalement, regarde, là, il te dit, donc si tu lui poses la question, peux-tu me générer un algo en JavaScript qui calcule la distance entre 2 points de coordonnées GPS? Eh bien, il va te fournir l'algo directement. Donc, avec une petite fonction distance between coordinate avec longitude, latitude du point 1, longitude, latitude du point B, et tu vois qui te fait ça, et il te dit qu'il se base sur une formule qui est assez connue, c'est la formule de Haversine, qui permet ou Haversine, je sais pas comment on dit, qui permet de calculer cette distance là. Et du coup, ce que tu peux faire, eh bien, si tu veux aller plus loin, tu peux lui dire ok, maintenant peux-tu me convertir la fonction précédente, donc distance between coordinate, en TypeScript, et boum, il va te convertir ce bout de code. Donc c'est utile aussi pour convertir un bout de code vers un autre type de langage. Bon, là on reste sur du JavaScript, TypeScript, et tu vois qu'il a converti le code en TypeScript. Bon, il n'est pas allé bien loin, il a juste mis des numbers, un typé en number et le retour de fonction, mais c'est déjà pas mal. Et on peut aller plus loin en lui demandant de surcharger, par exemple, surcharge cette signature avec une troisième coordonnée. Par exemple, on aurait besoin d'une troisième coordonnée, on ne sait pas trop pourquoi. Eh bien, tu vois qu'il est capable de te le faire. Il te dit oui, pour surcharger la fonction avec une troisième coordonnée, vous pouvez utiliser, donc c'est une technique, l'overloading de fonctions en TypeScript. Et tu vois, il te met le petit bout de code qui permet de faire de l'overload de fonctions. Et c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors maintenant aussi, un truc qu'on fait beaucoup pour les développeurs React, c'est parfois tu retombes sur le net sur un bout de code qui est fait sous forme de classe, tu as du mal à le convertir sous forme de fonction avec des hooks, etc. Eh bien, tu peux lui demander, peux-tu migrer ce code sous forme de classe en version React 18 avec des hooks et sans classe? Là, tu mets le bout de code. Donc là, tu vois que c'est du code dialogue, classe, dialogue, machin, extend React Component, donc qu'on n'utilise plus. Et tu vois derrière, il te dit voici un exemple de migration de ce code en composant avec des hooks sans classe. Donc tu vois que le code est plutôt pas mal et ça fonctionne plutôt bien. Allez, passons sur des choses pour les développeurs back-end, des exemples un peu aussi intéressants. Pareil, toujours dans l'état d'esprit de gagner du temps, tu as besoin de te construire un modèle de données, tu as un POC à faire ou tu as des choses à utiliser. Bon, bah tu peux lui dire génère-moi un modèle de données pour, par exemple, MongoDB qui gère un user, un produit et des stocks. Tu vois, un truc assez basique, tu vois. Et bien là, tu vois qu'il est capable de générer le modèle de données MongoDB avec un utilisateur, un produit et des stocks, et il te met, tu vois, qu'il te met aussi les champs. Donc le champ name, email, password, donc logique pour un user, produit, te met un nom de produit, un prix, une description, vraiment les champs basiques, et produit, quantity, etc. Je suis sûr que si on lui pose la question donne-moi plus de champs utiles, il serait capable d'aller beaucoup plus loin. Maintenant, je vais aller plus loin, je vais dire peux-tu me générer la même chose avec du Sequelize, donc c'est un ORM, et PostgreSQL. Boum, voilà. Oh oui, ci-dessous un exemple de modèle pour gérer un utilisateur avec Sequelize, machin. Donc il a été capable de s'adapter, de répondre à ma requête, mais avec d'autres technologies. Maintenant, du coup, si tu as envie de te créer une application, etc., et que tu as envie d'avancer un petit peu, tu peux même lui dire bon, ok, là j'ai la partie data, modèle de données. Allez, on va lui demander peux-tu me créer 3 API pour ces 3 entités en utilisant Node et Express. Donc là, il te dit, alors là, il va pas te donner, enfin, si il te dit qu'il va créer donc 3 API avec Node. Donc API utilisateur, création, récupération, etc. Donc en gros, il te fait plus ou moins un CRUD de produits, un create, read, update, delete de produits, de stock, etc. Et tu vois qu'il va te générer le code express et il va te dire bah voilà ici, et en commentaire il dit ici bah tu peux faire les appels en base de données. Donc du coup, vu qu'avant tu as les appels de base de données et ici tu as du Node Express, eh bien à toi après de t'amuser et de faire du Lego et de coller tout ça et pour que ça fonctionne. Et si tu as envie d'utiliser d'autres technos, bah, tu peux lui poser la question comme ici, peux-tu me générer la même version mais avec GraphQL plutôt qu'en API REST? Donc là il te génère aussi, bien sûr, je vous génère un exemple de schéma GraphQL. Donc là il génère que le schéma, c'est pas trop ce que je lui ai demandé, j'aimerais bien aussi le petit bout de code de serveur. Donc très bien, donc tu as le schéma GraphQL, c'est pas mal, mais là je vais lui demander peux-tu me générer le code express GraphQL? Et là il te génère vraiment le code express avec GraphQL, etc.
et ça a l'air d'être plutôt ok. Il te met même une fake base de données pour t'amuser. Mais tu pourrais dire que, et si tu as envie de t'amuser, tu sais que tu remplaces la fake database par ton modèle MongoDB ou Postgre avec SQLite, etc. Donc tu vois, c'est à toi après derrière de t'amuser, mais il faut savoir poser les questions, il faut savoir l'amener vers ce que tu veux en fait construire. Il ne va pas tout construire comme ça, ça va pas remplacer ton boulot. C'est là où je voulais en venir. Tu peux aller plus loin encore, tu peux lui demander de générer les tests unitaires, tu peux lui demander tout un tas donc de choses. Alors tu l'auras compris, ChatGPT ne va pas te remplacer de sitôt. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, en fait, il ne connaît pas le contexte de l'application en cours. D'ailleurs, parfois les développeurs non plus. Moi, j'ai bossé sur des applications parfois tellement complexes qu'après 2-3 années sur la même application, eh bien, tu ne connais jamais tout le contexte à 100%. C'est des applications qui sont parfois développées et maintenues par des dizaines de développeurs, tous un peu interconnectés avec des fonctionnalités. Bon, bref, tu peux pas connaître, même les développeurs ont du mal déjà à maîtriser le contexte d'une application. Donc, ChatGPT, il faut pas rêver, il va pas connaître le contexte des applications. C'est du code entreprise, c'est du code privé sur des repositories privés et comme tu le sais, ChatGPT se passe sur des données publiques, donc il aurait du mal à te reproduire du code lié à des choses privées, du code entreprise en connaissant le contexte, etc. Mais si tu lui poses les bonnes questions, si tu sais lui poser les bonnes questions, si tu connais le contexte, eh bien c'est vraiment un super assistant qui va vraiment faire exploser ta productivité. Et d'ailleurs, je pense qu'il va devenir payant incessamment sous peu, je crois une cinquantaine de dollars ou d'euros. Eh bien, je pense sincèrement que ça vaut le coup. Je veux dire, moi, quand ça devient payant, je vais payer pour ChatGPT 50 balles par mois, c'est ok parce que vraiment ça peut apporter vraiment une valeur ajoutée, surtout quand tu cherches la productivité pour avancer, etc. Et donc c'est un prix, je pense, qui est, je vais pas dire raisonnable, mais voilà, je pense que vu la valeur que t'apporte ChatGPT, c'est un prix qui vaut le coup peut-être. Et d'ailleurs, justement, pour revenir un peu sur ChatGPT, moi dans le bootcamp React avec les membres qu'on a en coaching, la consigne elle est claire. Alors avant c'était, est-ce que tu as fait ta recherche sur Google, Stack Overflow, machin, on va en discuter tout ça. Maintenant c'est demande à ChatGPT comment mettre en place ChatGPT avec les derniers membres que j'ai eu là. Eh bien on apprend en fait à avancer, à créer des choses en React et avec ChatGPT. Alors toujours avec ce petit filtre dans la tête, avec cette petite information que ChatGPT peut t'induire en erreur, ça c'est sûr, mais on apprend à avancer avec ChatGPT. Ça fait maintenant partie de l'apprentissage. On apprend à résoudre des problèmes avec ChatGPT comme assistant. Et d'ailleurs, si toi aussi tu veux devenir développeur front-end React, j'en profite pour te faire un petit rappel que la réouverture du bootcamp, la 5e session du bootcamp React Mastery, c'est lundi matin. Alors ça va dépendre quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo. Je te fais un petit rappel, bootcamp, c'est un bootcamp de 3 mois 100% JavaScript, 100% React. Un seul but, devenir développeur front-end React. C'est aussi simple que ça. On va pas apprendre des machins, des MongoDB, des trucs dans tous les sens. On reste focus pour que tu deviennes développeur front-end React. On fait pas 10 000 trucs, mais par contre, on le fait bien. Et d'ailleurs, on a complètement revu, j'en profite pour faire un petit rappel, pour te passer une petite info, on a revu les formules accompagnement avec Charlot pour optimiser justement l'apprentissage. Il y a toujours les projets en équipe. Je fais toujours à la fin des projets en équipe les revues de code. Donc les revues de code, c'est-à-dire je prends ton code, je l'analyse, je te fais une revue vidéo, tu reçois, tu regardes tout ça. Ensuite, il y a les présentations de projets. Il y a toujours les groupes de travail. Bref, je t'avais déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce bootcamp a été suivi déjà par plusieurs centaines de personnes et beaucoup d'entre eux sont déjà en poste, en CDI, en freelance, etc. et en remote parfois depuis de nombreux pays. Moi, j'ai des gens intéressants. La dernière fois, on a regardé d'où on avait des gens. On a des membres à travers le monde, Mexique, Colombie, Martinique, Afrique, Espagne, Singapour, Thaïlande et j'en passe. Bornéo, on a eu aussi. Donc, on a des gens d'un peu tout le monde et bien sûr, la majorité, ça reste des gens de France. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, on a du monde un peu partout. On a déjà des préinscriptions pour la session, cette prochaine session. Et en fait, comme je le disais aussi, en raison de l'accompagnement personnalisé, des coachings de groupe, la correction de projet, etc. Eh bien, on a des places limitées. On peut pas prendre tout le monde et donc on accepte un nombre
limité de participants. C'est pour ça qu'on l'ouvre tous les 3 mois et qu'après, nous, on reçoit des messages. Oui, vous pouvez pas me prendre après, avant, machin. Non, c'est voilà, c'est une fois tous les 3 mois. On limite les entrées, mais par contre, on fait ensuite derrière l'accompagnement. On fait l'accompagnement derrière, tout simplement. Donc voilà pourquoi c'est limité. Bref, si tu veux plus d'informations sur ce bootcamp React, eh bien, c'est le premier lien dans la description. Ciao, à la semaine prochaine.